Et effectivement, si on ne s'intéresse qu'à l'aspect rationnel et logique du soin, eh ben on risque d'être incompétent en pratique, parce qu'on n'apportera pas aux patients ce dont ils ont le plus besoin, qui est d'être vus dans leur pathos, d'être accueillis et d'avoir un espace où ils ont le droit d'être qui ils sont, sans avoir honte, sans devoir se cacher, sans se sentir coupable, mais d'être vulnérables et en sécurité. Et si on ne permet pas à des gens d'avoir cet espace-là, si on cherche juste à les contrôler, à les sédater pour pas qu'ils fassent trop de vagues, pour pas qu'ils fassent trop de bruit, pour pas qu'ils empêchent leur famille de vivre, etc., et ben le risque, c'est qu'effectivement, on ne fasse pas du soin, mais qu'on fasse du contrôle, et que ça ait autant d'effets délétères que d'effets bénéfiques. En tout cas, pour conclure sur ce passage-là, c'est simplement prendre conscience qu'on a un pathos, comme tout le monde, qu'on se le trimballe, qu'on le sache ou non, que ça joue un rôle déterminant dans la façon dont on se considère, la façon dont on considère les autres et la façon dont on fonctionne ensemble au niveau collectif à différents échelons, et de voir que en plus de ça, ce pathos, généralement au niveau collectif, il n'est pas vraiment le bienvenu, puisqu'il va glisser facilement dans des cases et des pathologisations rapides pour ne pas avoir à affronter son propre pathos face à un pathos exprimé. Parce que, en fait, la situation la plus parlante pour parler de ça, ça va être quand on passe à côté d'un sans-abri et que, notre pathos, il nous emmerde à ce moment-là. Enfin, je veux dire, si on n'a pas vraiment des pièces à donner à ce moment, et même quand on donne la pièce, je suis désolé. En fait, même si je donne la pièce, moi, il y a un truc, mon pathos, il m'emmerde à ce moment-là. Je peux pas prendre la mesure du gouffre qui s'ouvre sous mes pieds et j'ai pas envie de le faire et donc ça donne quelque chose de frustrant, d'impuissant, je sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire. C'est dur, quoi. Ça, là, à cet endroit-là, c'est compliqué. Je pense que la pire expérience que toi et moi on a dû vivre dernièrement, c'est d'être impuissant, radicalement impuissant face à ton enfant qui a mal, qui pleure, qui est en détresse, et tu peux pas l'aider parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il a les dents qui poussent, parce qu'il souffre. Et en fait, de la même manière, tu vois, Marshall Rosenberg, il dit qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un humain que de pouvoir contribuer par ses actions à faire du bien aux autres. Ça, c'est la source de joie ultime. Personne m'a jamais contredit là-dessus. J'ai jamais trouvé personne qui me trouve une plus grande source de joie que de pouvoir contribuer à faire du bien aux autres en agissant pour eux, en étant présent pour eux. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a rien de pire pour un être humain que d'être impuissant face à la souffrance de quelqu'un qu'on aime, en fait. Quelqu'un qu'on aimerait aider. On aimerait souffrir pour lui, lui prendre sa souffrance, mais on peut pas. On est obligé d'être condamné à rester impuissant face à la souffrance d'un être aimé. Et ça, c'est l'enfer sur Terre. Pas pouvoir agir face à la détresse urgente de quelqu'un d'autre. Et effectivement, on aimerait parfois, d'ailleurs c'est ce que font les urgentistes ou des choses comme ça, c'est que vu qu'ils sont en permanence exposés à la détresse et à la souffrance des autres, le risque, c'est que ces personnes vont finir par s'anesthésier, par se couper de leur sensibilité, à devenir insensibles, pour pouvoir être efficaces sur le plan technique, pouvoir faire des gestes qui peuvent sauver des vies, mais le prix qu'ils vont payer, c'est qu'ils vont se couper de leur humanité, de leur sensibilité, pour pouvoir rester efficaces, parce que sinon ils feraient un burn-out, sinon ils seraient totalement incapables de bosser sur le long terme en fait. Il y a justement, j'avais une question sur le burn-out. Il y a plein de choses dans ce que tu dis. J'aimerais témoigner du fait que d'ailleurs, pour l'instant, les moments où mon fils a mal et où je peux rien faire, je crois que pour l'instant c'est ok pour moi. C'est difficile, mais je crois que c'est ok pour moi parce que pour l'instant il tient encore dans mes bras. Je te le dirais comme ça, tu vois. Je pense que quand il va être ado et qu'il va commencer à vraiment souffrir de choses dont je pourrais pas du tout, tu vois, je serais pas le bienvenu avec mes bras, quoi, à ce moment-là. Ouais. Sans doute. Et j'appréhende plus ça. Là, pour le moment, le fait d'avoir des bras, de pouvoir le prendre et simplement m'agrandir, je sais pas comment dire, mais faire de moi un espace où il a le droit d'être comme ça. D'accueil, ça transforme le moment qui pouvait être une sorte de résistance au départ à dire comment je vais trouver la clé pour qu'il arrête de pleurer et de souffrir. Au bout d'un moment, moi je lâche
et juste je le prends et je lui dis allez vas-y, je suis là et vas-y, vis ce que t'as à vivre. Et du coup, à cet endroit-là, je suis pas impuissant. J'ai pas l'impression en tout cas. Ouais, Et ouais. c'est des moments qui Oh, sont même beaux. c'est super que tu vives comme ça, effectivement. C'est effectivement tout ce que tu peux faire parfois, c'est être là. Mais c'est déjà énorme de pouvoir être là, effectivement. Bah, disons que c'est vrai que c'est un chemin qui peut être étroit dans le sens où, comme il y a beaucoup de bruit, d'agitation et d'émotion du côté, par exemple, du bébé, mais de même n'importe quelle personne qui souffre, il y a du signal très fort ou du bruit, je sais pas exactement justement. Si on aimerait en faire un signal, mais c'est du bruit. Et ben se recentrer et faire de soi un espace d'accueil pour être là, c'est parfois un chemin qui est étroit à trouver, mais quand on le trouve, on devient immense, je trouve. Et il y a un calme qui peut être là, et je crois que ça soutient, ça sert de contenant en fait à ce qui est en train de se passer émotionnellement pour l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le vis moi. Hmm. Mais bon. Ouais. Bah, tu vois, il y a Franck Leboeuf que tu apprécies apparemment, il parle de ce que c'est que parler droit par moment. Tu vois, parler Mm. droit, c'est la capacité justement à venir avec sa vulnérabilité et à s'exprimer sans chercher à se masquer, sans chercher à se protéger, mais juste venir avec qui t'es, etc. Et je sais que moi, dans les moments où justement ma fille est en détresse et où je ne peux pas l'apaiser parce que c'est de la douleur et que du coup elle doit juste vivre cette douleur et attendre que ça s'apaise, etc. Ça m'est déjà arrivé à certains moments de juste exprimer à voix haute ce qui se passait chez moi. Tu vas dire, bah voilà, là, j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je sais pas comment le faire, etc. Et d'exprimer ce qui était vivant, ça me régulait moi, et du coup, ça la régulait aussi, parce qu'en fait, j'étais en train de mettre de la régulation dans la relation avec elle. Et, et j'ai trouvé que c'était plutôt aidant, plutôt au service, en fait, que de pouvoir simplement exprimer verbalement à voix haute ce qui était en train d'être vivant, et effectivement, d'être présent, de dire, bah, ok, je peux rien faire, mais je suis là, je suis avec toi, et je sais que c'est douloureux, je sais que c'est désagréable, mais voilà, on est ensemble, ça va passer. Et, et effectivement, ouais, on peut se connecter à quelque chose de grand, comme tu dis, d'immense, parce que justement, la détresse, enfin le stress qu'on ressent face à la souffrance de l'autre, est quelque part aussi à la mesure d'à quel point on aimerait que cette personne aille bien, à quel point on a envie de prendre soin et de l'aimer, en fait. Et je pense que c'est pareil avec l'inconfort dont tu parles quand tu donnes une pièce à un SDF dans la rue, c'est que quelque part, peut-être que c'est douloureux de se dire que ça va pas changer grand-chose à sa vie, au final, une pièce, et d'être juste face à la détresse de quelqu'un d'autre, d'un frère humain, et de voir à quel point, en fait, quelque part, on peut se retrouver là-dedans aussi, que d'un certain point de vue, ça pourrait être nous, qu'il n'y a pas tant que ça de différence entre lui et moi, et à quel point, en fait, ça peut être anxiogène, cette situation-là, et, euh, et je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se jouer quand on est confronté à la souffrance de l'autre, quoi. Bah, j'ajouterais, mais ça m'est personnel, que en fait, la vraie réponse, euh, c'est la réponse de l'enfant. Là, à cet endroit-là, je redeviens un enfant, je crois. Et je déteste l'adulte qui va quand même continuer de marcher, que je suis. Donc, mais je vais quand même le faire pour aller vers la suite de la vie. Mais en fait, l'enfant, c'est stop, on arrête le monde, on arrête de faire tourner le monde là. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Et c'est ça qu'il faudrait faire pour moi. Précisément ça. La Terre s'arrête de tourner, tout le monde s'arrête de faire ce qu'il fait. Pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si il se relève et et qu'il sait où aller et qu'il y a quelque chose je sais pas comment dire, mais de motivant ou de beau, un horizon qui vient de s'ouvrir pour lui parce que deux trois personnes ont fait du ping-pong. Ok, on Mmh. peut recommencer à marcher. Mais c'est pas ce qui se passe. Que ma Oui, pièce soit grosse ou pas, ça va pas faire ça, quoi. oui. Ça dépend pas de toi, ou pas que de toi en tout cas, Mm. effectivement. Quand j'ai travaillé en psychiatrie aussi, justement, ça m'arrivait beaucoup de voir à quel point le système, aussi bien intentionné qu'il soit, ne permettait pas forcément d'aider les gens là où ils avaient besoin de l'être. Parce que il y avait pas forcément, enfin, le système n'était pas pensé pour ça, quoi. Qu'il y a des gens, ils auraient besoin, voilà, de faire un entretien tous les jours d'une heure, voire même de partir en week-end, ou enfin de vivre des expériences transformatrices ou des choses qui permettent d'aller vraiment en profondeur, etc. Alors qu'en fait, on est réduit à les voir une fois par semaine pendant 45 minutes et au final, c'est mieux que rien, mais ça ne
on pourrait faire tellement plus et tellement mieux, quoi. Et effectivement, en plus, les enfants enchaînent, il y a plein de patients, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, et en fait, il y a des milliers de personnes dans la société et des millions de gens sur Terre qui auraient besoin de soins, etc. Et ça peut être vertigineux et sidérant de se rendre compte à quel point il y a un tel décalage entre ce dont les gens auraient besoin pour se sentir bien et la réalité des moyens à disposition et de nos moyens à nous qu'on peut mettre au service de ces personnes. Et effectivement, en ce moment, il y a un mot-clé qui revient souvent, que j'entends souvent, c'est le sentiment d'être démuni, de pas avoir les moyens. Et à quel point ça peut être douloureux de se sentir démuni face à un proche qui souffre, face à sa propre souffrance, de pas savoir comment aller mieux, de pas savoir comment gérer des insomnies, des crises d'angoisse, etc. Et effectivement, cette sensation de pas avoir les moyens, quoi, de se sentir impuissant face à un monde qui ne s'arrêtera pas de tourner, quoi. Et effectivement, il y a une sorte de flow. Ouais. Bah, disons que comme la vie est mouvement, si tu veux, dans ces cas-là, j'ai l'impression que justement on est un peu aspiré comme par un siphon, quoi. Euh, et que donc du coup on est plus ou moins euh, en train de voir que ce siphon continue de nous aspirer au fur et à mesure des échecs de nos tentatives de le faire tourner dans l'autre sens et de jaillir en fait, de, de se Mais déployer. je crois que parfois c'est important justement de pas se résigner au constat que le monde continue à tourner et à avancer, et que parfois ça a du sens aussi je dirais pas de lutter, mais en tout cas de d'agir et de chercher à s'investir pour justement créer des moments où au moins pendant un temps, à un endroit, le monde s'arrête de tourner et où on peut juste se poser avec ce qui se passe. Tu vois, c'est un peu ce que fait Frédéric Lordon, un philosophe de gauche qui est très investi dans le militantisme, etc. Et ce qu'il disait dans une vidéo dernièrement, c'était ouais, bah, évidemment que si j'allais au bout de ma logique et de ma réflexion sur à quel point le néolibéralisme il nous enferme, etc. Bah en fait, j'aurais plus qu'à prendre une corde et à me pendre, quoi. Mais en fait, malgré tout, il y a un truc en moi qui a la rage et qui a envie de se battre et qui a envie justement de ne pas s'avouer vaincu et de continuer à défendre une cause qui est juste pour lui. Et quand bien même, d'un certain point de vue, on pourrait dire que ça sert à rien et que c'est peine perdue, peut-être que le combat vaut la peine d'être vécu quand même et que ça a du sens euh, pour justement incarner un peu une forme de résistance à cette espèce de mouvement qui pourrait devenir une forme d'apathie et d'indifférence, de résignation molle, quoi. Et parfois, ça a du sens justement de sortir les outils, de sortir justement cette colère et de pouvoir justement dire mais le monde devrait s'arrêter et de pouvoir justement créer quelque chose, un mouvement à partir de cette innocence de l'enfant en toi, comme tu dis, qui trouve que c'est pas normal ce truc-là et qu'on devrait pas s'en foutre, quoi. Et peut-être que c'est précieux Ouais. de pouvoir écouter ça. Ben, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je te rejoins là où tu parles. Et je sais que c'est mon enfant qui a besoin en fait d'être assuré à cet endroit-là. En fait, j'ai pas envie de faire l'économie de citer le fait qu'il soit là, puisque c'est lui le plus affecté par la situation. Mais je sais que c'est moi qui ai besoin de soutien à cet endroit-là. Et en même temps, j'ai presque envie de dire, c'est un enfant que j'ai envie de laisser comme ça aussi. Il y a plein de trucs contradictoires en fait qui se passent à l'intérieur et qui font que la situation est très bien comme elle est. Euh, Parce que ça me montre un endroit où je dois élargir ma façon, je dois élargir ma capacité à aimer le monde, même là. Et voilà, donc c'est pour ça que je le laisse aussi cet enfant. Il me montre les endroits où je peux pas encore, où j'aurais besoin que le monde change pour pouvoir l'accepter. Bref, mais Ouais, et le biais de voir la vie comme un combat, j'y souscris pas spécifiquement, mais après justement c'est une question de point de vue. justement, j'ai pas dit prendre les armes, mais j'ai pas dit lutter parce que j'ai bien conscience que cette énergie du combat et de la lutte est généralement assez contre-productive et ça porte pas forcément des fruits terribles. Mais, euh, mais je trouve ça super quand tu parles justement de rester connecté à cet enfant et de le laisser comme il est, c'est-à-dire de célébrer cette énergie chez lui qui est voilà, de, de vouloir prendre soin, d'avoir du mal à être ok avec le fait que à un endroit le monde ne prend pas soin parce qu'il n'y a pas les moyens. Et, euh, et effectivement, le fait d'avoir cette énergie-là, cette innocence en toi, ne peut pas dire qu'il va y avoir que ça et que tu vas pas pour autant te mettre en mouvement. J'ai envie de partager un truc qui m'est arrivé l'autre jour.
Donc là, je suis en vacances et du coup, la semaine dernière, j'ai passé beaucoup de temps à écrire un texte et pendant toute une après-midi, j'ai écrit non-stop, en gros, pendant 5 ou 6 heures de suite. Et pendant ces 5 ou 6 heures, du coup, j'ai entendu par moment ma fille qui pleurait dans la maison, etc. Mais je suis resté dans la chambre parce que c'était convenu que j'écrive et que j'avance sur ce texte. Et quand le soir, je suis arrivé, et j'ai arrêté d'écrire et je suis allé manger, etc. avec tout le monde, et j'ai vu que ma fille pleurait encore. Et que je me dis, en fait, elle a plus ou moins pleuré une partie d'après-midi et j'aurais pu la calmer parce que j'aurais pu mettre ma présence, etc. au service, mais j'ai choisi d'écrire. J'ai ressenti une espèce d'énorme culpabilité qui m'a vraiment débordé pendant quelques secondes où je me suis dit, mais en fait, j'ai privilégié un putain de texte plutôt que d'être là pour ma fille qui a besoin de moi et que j'aurais pu accompagner, en fait. J'ai vraiment ressenti cette tristesse et ce regret d'avoir fait ce choix. Et je me suis rendu compte, en observant ça, que en fait, ma culpabilité n'allait pas aider ma fille, en fait. Que ma fille allait pas se sentir mieux parce que je me sens coupable, que ça allait pas lui faire du bien. Et je me suis rendu compte que j'étais pas obligé de cultiver ce sentiment-là, cette culpabilité-là, et que je pouvais aussi choisir de faire autre chose de mon système nerveux, et que je pouvais choisir d'aller au-delà de cette culpabilité et de me dire, ok, en fait, là, maintenant, ma fille a besoin de moi, et donc maintenant, je vais être là. Et ok, j'ai pas été là cet après, mais maintenant, je suis là. Et je vais pouvoir justement prendre soin maintenant, en fait. Et demain, prendre soin aussi, etc. Et apprendre de ce qui s'est passé. Pour que éventuellement ça se passe mieux par la suite pour moi. C'est super intéressant parce qu'en fait, ce que tu décris là, c'est quelque chose, un engrenage qui, je pense, peut concerner beaucoup de gens en fait. C'est-à-dire que on fait quelque chose, on culpabilise d'avoir fait ce truc-là à un moment où on pourrait être présent, mais on ne l'est pas puisqu'on culpabilise. Après, on peut même culpabiliser d'avoir culpabilisé parce qu'on se rend compte qu'on aurait pu être présent et on peut ne jamais s'arrêter. On peut ne jamais Oui. s'arrêter, c'est le cercle infernal en fait. Mon image pour illustrer ça, c'est, je l'ai déjà utilisé sur cette chaîne, mais bon, je le replace ici. C'est le fait de se fouetter indéfiniment, c'est-à-dire j'ai un Mathieu qui apparaît pour fouetter le premier, j'ai un Mathieu qui apparaît pour fouetter le deuxième qui fouette le premier, et ça jusqu'à atteindre le cercle des Mathieu qui se fouettent. Bah s'il y en a un en fait qui plutôt que de donner son coup de fouet se rebranche sur ce qui est là, bah, ça désamorce la dynamique et ça redonne de la fluidité, même si tous les coups de fouet précédents seront peut-être à voir, si jamais ils sont graves, s'ils laissent des marques, seront peut-être à voir dans un autre moment, mais sinon c'est un cercle vicieux qui s'empare de nous, un engrenage et qui a pas de fin en fait. On peut passer son temps à louper le présent en regrettant de ne pas l'avoir honoré juste avant, quoi. C'est ce que j'appelle en ce moment les méta-émotions, c'est-à-dire Mm. les émotions qui génèrent des cercles vicieux parce qu'on alimente le feu. C'est un peu le fonctionnement des crises d'angoisse. Enfin, les gens qui font des crises d'angoisse à répétition, souvent, c'est parce qu'ils vont avoir peur d'avoir peur. Et du coup, ils vont ressentir de la peur. Cette peur va générer une deuxième peur en méta. Et ça va du coup alimenter l'expérience émotionnelle de la peur. Et en fait, ça va s'emballer jusqu'à générer une crise d'angoisse, voire même une dissociation, etc., si ça s'emballe encore plus. Et ce cercle vicieux de la peur, il est vrai pour toutes les émotions aussi, quoi. Effectivement, la tristesse, on peut être triste en méta, et du coup, ça va générer un gouffre, etc., un vortex émotionnel. La colère, c'est pareil, on peut péter des câbles jusqu'à finalement tout casser, etc. Et une porte de sortie de ce système, de ces cercles vicieux, c'est justement à un moment donné, en méta, de pouvoir expérimenter quelque chose d'un autre ordre que l'émotion qui est à l'échelle d'en dessous, entre guillemets, et c'est souvent ce qu'on va faire voilà, en IFS ou en myosthésie, je suppose, c'est créer un espace d'accueil pour ce qui se vit, et du coup, ressentir de l'ouverture et de la compassion pour ce qu'on était en train de vivre la seconde d'avant, c'est-à-dire peut-être du rejet, de la colère, de la peur, etc. Et cette disposition-là à pouvoir observer l'émotion et à pouvoir l'accueillir, plutôt que de l'alimenter avec une lutte contre l'émotion ou un cercle vicieux, bah, ça permet justement d'observer son pathos là où il est, plutôt que d'être piloté de façon automatique par lui, de pouvoir mettre de la conscience et de pouvoir faire un choix, quoi. C'est un peu ce que dit Viktor Frankl quand il dit entre le stimulus et la réponse se trouve un espace, et dans cet espace se trouve ta liberté, un truc comme ça. Et ça implique de pouvoir respirer après le stimulus et avant de répondre, de pouvoir créer un Ouais. espace de respiration, quoi. Mais là, j'ai une pensée pour Jean-François Noubel qui est passé par ici et qui a pris cette décision de prendre une grande inspiration avant de dire quoi que ce soit. Et ça a pour but Ouais, de créer cet espace. c'est une bonne idée, ouais.
Ouais, bah, il est plein de bonnes idées. Je te conseille cet entretien qui était, enfin, ces entretiens, parce que on a fait vraiment plusieurs voyages ensemble et c'était vraiment chouette. J'aimerais juste faire une toute petite parenthèse pour revenir auprès de mon petit garçon qui est effaré par la vision de quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre correctement et dire que j'ai conscience, en fait, je vais laisser cet enfant-là et puis peut-être que petit à petit, dans ce genre de situation, l'adulte que je vais devenir, puisque je suis en formation adulte, hein, j'ai jamais fini de de découvrir ce que ça veut dire d'être adulte, pour moi en tout cas. Mais l'adulte que je vais devenir va aussi pouvoir intervenir dans cette situation où il y a l'enfant qui tire sur la manche et qui dit qu'est-ce qu'on fait. Et à chaque fois que la question est posée, ça réactualise où j'en suis. Qu'est-ce que va répondre mon adulte? Est-ce qu'on va passer tout droit? Est-ce qu'on va regarder la personne dans les yeux? Est-ce qu'on va lui dire bonjour? Est-ce qu'on va lui laisser une pièce? Est-ce qu'on va s'arrêter de discuter? Et donc, ce genre de situation, parce que c'est pas exclusivement cette situation-là, mais à chaque fois que mon enfant tire sur la manche de l'adulte que je deviens, bah, ça réactualise où j'en suis, quelle réponse je donne. Et c'est plus ou moins gratifiant, la réponse qui va en émerger, mais au moins, c'est une vraie façon de savoir où j'en suis. Oui, parce que ce que Voilà. tu es évolue au cours du temps en permanence, quoi. Mm. T'es pas un être figé, t'es un être vivant, et du coup, tu t'enrichis des expériences, t'évolues, et finalement, peut-être que ce que tu choisis de faire, comment tu choisis de réagir, va évoluer au cours du temps, au cours de ce que tu valorises, de tes ressources aussi qui peuvent évoluer au cours voilà, de tes projets. Tout à fait. Et du coup, en fait, en gros, je suis figé à l'endroit où cet enfant a été sidéré au départ par cette vision-là. D'une certaine façon, voilà, on les voit les enfants réagir à ça. Mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Et on est bien emmerdé. Et c'est, en fait, j'ai bien envie d'arriver. Je vais laisser ça se faire avec le travail fait par ailleurs, mais j'ai bien envie d'arriver au moment où l'adulte que je suis n'a pas envie de creuser un trou, de s'y enterrer et de dire, bah, je sais pas. Je suis désolé, j'en sais rien. Et donc arriver à un moment où j'ai autre chose à dire que ça, quoi. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que ça me donne envie de rebondir sur la capacité à être présent, à s'intéresser à la sensibilité, à la vulnérabilité de l'autre, donc au pathos de l'autre, notamment de l'enfant, de Mhm. l'enfant en toi ou même d'un vrai enfant à l'extérieur, etc. Ça implique aussi d'être présent à ce que l'autre est disposé à recevoir et à entendre. Parce qu'effectivement, la réponse qu'on va proposer à un enfant, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre de son ouverture, de son niveau de maturité, entre guillemets. Et on va pas répondre la même chose si, par exemple, on a un grand-parent qui meurt et qu'on a un enfant qui dit, bah, du coup, il est parti où, papy, etc. On va pas répondre la même chose selon s'il a 2 ans, s'il a 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pas les mêmes niveaux de complexité et d'abstraction. Et en fait, il y a des niveaux de réalité, de vérité, entre guillemets, auxquels on est préparé à se confronter ou non. Et effectivement, être à l'écoute de la sensibilité de l'autre, ça va permettre de pouvoir justement ne pas éviter la question forcément et du coup laisser l'enfant frustré et dans la compréhension, mais on va pouvoir justement essayer de répondre à ces questions, mais en étant à sa portée et d'une manière qui pourra contribuer à mettre du sens en fait. Parce qu'au fond, un enfant qui demande pourquoi, ce qu'il veut, c'est du sens. C'est pouvoir intégrer l'expérience. Ouais. Euh, je vais lancer une nouvelle direction par rapport à ce thème Ouais. du pathos. Je trouve que donc j'ai évoqué plutôt le fait que j'ai l'impression que le pathos collectif est plutôt en déni en fait. Euh, j'ai l'impression, tu vois, que si je devais imager ce que c'est que le pathos collectif pour moi dans cette partie du globe en ce moment et par mes perceptions à moi, c'est un gros monsieur qui mange des chips en regardant des séries quoi, violentes, en s'anesthésiant de son pathos en le surstimulant d'une certaine façon. Il y a un truc un peu comme ça. Et un des meilleurs exemples que je trouve du pathos en déni, pour moi, c'est la question rhétorique comment ça va, qui appelle en général pas une réponse ouverte du pathos chez la personne, mais plutôt qui fait partie de l'éthos en fait, c'est-à-dire de la culture. Donc lorsqu'on demande à l'autre comment il va, on fait semblant de s'intéresser à son pathos. Implicitement, la personne le sait puisqu'elle répond ça va et toi. Et c'est bon, on a rempli la mission, on a coché la case de finalement d'une sorte de rituel vide. D'ailleurs, si le pathos était vraiment invité à s'exprimer pour être accueilli, on aurait peut-être plus de boulot, toi et moi, Et moi, j'aimerais potentiellement. bien. Hein.
Moi, je rêverais d'un monde où on n'a plus besoin des psys. Ce serait génial. Moi, je ferais autre chose, je Hmm. serais content. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose la question effectivement de pourquoi on dit ce qu'on dit. Quelle est la fonction de certaines conversations. Et effectivement, la conversation salut, ça va, oui et toi, etc., ce n'est pas une conversation qui a pour fonction de communiquer sur ce qu'on ressent vraiment. C'est plus un rituel qui permet de s'envoyer des signes de reconnaissance et donc qui sous-entendent je ne suis pas ton ennemi, je ne cherche pas à te nuire, mais ça n'a pas plus de fonction que ça. C'est vraiment un rituel qui sert à désamorcer une potentielle agressivité proactive. Mais et moi, je m'amuse beaucoup. J'aime bien embêter mes collègues comme ça. C'est que quand justement je leur demande si ça va et qu'ils me répondent oui et toi, je leur repose la question. Et du coup, j'ai pas la réponse. Je sais pas si comment tu vas. Et du coup, je casse le rituel. Et je sais que ça peut être agaçant parce que finalement, les rituels, c'est ce qui est sécurisant. Un rituel apporte de la sécurité. Et quand moi je casse le rituel, du coup, je casse cette sécurité et ça peut être stressant. Mais en même temps, je sais rassurer derrière et remettre de la sécurité. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup justement inciter les gens à être vraiment là avec moi et à pas être dans l'automatisme de oui et toi, mais de ah ok, bah peut-être j'ai mal au dos, peut-être du coup je suis saoulé parce qu'il y a trop de travail. Mais effectivement, je pense que on est souvent dans notre monde moderne, euh, on a souvent tendance à s'anesthésier parce que je crois, bon j'ai une vision un peu gauchiste hein, sur les bords, mais je pense que c'est pas très grave. J'ai l'impression que notre société est dans une sorte d'optimisation extrême dans tous les domaines, que ce soit dans les technologies, dans l'éducation, dans le marché du travail, etc. Il y a une recherche d'optimisation des fonctionnements de toutes les structures, de tous les systèmes pour maximiser leur rentabilité, minimiser leurs coûts. Et en fait, ça génère une situation où sur le marché du travail, les gens sont un peu pressés comme des citrons, et du coup, ils ont plus d'énergie, et le soir, ils rentrent chez eux et ils ont besoin de se détendre et de s'anesthésier justement pour compenser le stress de la journée, etc. Et donc, ça va générer une alternance entre où on fait son devoir, les choses urgentes et importantes, et d'autres moments où on va en fait juste se détendre, se décharger, se déstresser en faisant des choses inutiles, mais qui sont apaisantes, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler une forme d'aliénation, mais je crois qu'effectivement, c'est une forme de compensation de l'optimisation du marché du travail, quoi. Et moi, je vois bien pendant le Covid, par exemple, euh, on a été vachement plus sollicité que d'habitude parce qu'il y avait plein de contraintes d'hygiène, il fallait porter des masques, des tenues, des charlottes, des machins, il fallait se laver les mains tout le temps, il fallait avoir tout un rituel quand on rentre dans les chambres des patients, etc. Et c'était beaucoup plus fatigant, beaucoup plus chronophage, etc. Et du coup, bah, je voyais bien que ça avait des conséquences derrière en termes de compensation. Mon système nerveux, en rentrant le soir, il avait beaucoup plus de comportements entre guillemets inutiles, mais qui permettaient d'éteindre mon cerveau et de me poser, ce qui n'est pas le cas au quotidien en fait. Et je pense qu'effectivement, notre monde moderne, qui est dans l'optimisation extrême et une forme de déshumanisation du marché du travail, etc., ça génère une incitation à l'anesthésie collective. Et d'ailleurs, je me dis parfois que si Marx venait à notre époque et qu'il voulait faire la révolution, ce serait beaucoup plus compliqué parce que maintenant, avec les smartphones et avec toutes les distractions au quotidien, ce sera beaucoup plus compliqué de recruter des puissances d'agir et de les faire converger vers des actions politiques concrètes parce que c'est tellement facile de se distraire et de passer à côté de l'ici et maintenant avec des trucs qu'on scrolle, etc. Qu'effectivement, parfois c'est presque un acte militant et un vrai apprentissage que de se reconnecter à sa sensibilité, à son humanité et à celle des autres et de sortir justement de tous ces scripts et ces comportements de compensation du stress, quoi. Hmm. Ben, un premier pas, en tout cas, de conscientiser, de se regarder avec ces automatismes. Si on a besoin vraiment très 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 souvent de se débrancher le cerveau, quand on dit je veux me vider la tête, en fait, en gros, c'est je veux pas réfléchir, mais moi ce que je me dis, c'est que c'est plutôt je veux pas ressentir que je veux pas réfléchir. Si je ressens, ça va me faire réfléchir peut-être d'une certaine façon, mais je pense que c'est plutôt la sensibilité, le pathos qu'on veut annuler dans ce qu'il a à nous dire de ce qu'on vit en fait, dans ce que ça nous fait d'être, je sais pas moi, justement pressurisé au travail potentiellement, de manquer de sens. Donc là, on va chercher au niveau du logos aussi, mais
de pas se rencontrer vraiment dans ce qu'on est en train de vivre, de repousser le moment de la rencontre en mettant du divertissement à la place. Ce qui est un réflexe qu'on a tous, puisque notre époque non seulement nous le permet, mais nous le perfuse d'une certaine façon. Donc, il y a, je veux dire, je suis pas en train de dire si tu fais ça, t'es nul, parce que si je fais le compte, je crois qu'on fait tous ça d'une certaine façon, avec un dosage différent. Les personnes qui ne font pas ça sont des personnes qui se sont vraiment ostracisées du mode de vie actuel, à raison ou à tort selon comment on regarde les choses, mais ils ont dû faire l'effort de vraiment se marginaliser. Je connais pas grand monde qui est capable d'être vraiment en maîtrise de cette distraction de soi en vivant avec au moins un pied dans la société normale, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est que en fait la société moderne qui optimise tout dans laquelle on vit, c'est une société qui est pas bonne pour la santé en fait. C'est-à-dire que nos systèmes nerveux sont pas faits pour être surstimulés en permanence et pour avoir autant accès facilement à des ressources. On n'est pas fait pour avoir accès à toute cette nourriture sucrée et salée. On n'est pas fait pour avoir accès à tout le porno de la terre avec un smartphone sur commande n'importe quand. C'est trop de stimulation et en fait effectivement tout ce stress et toutes ces stimulations génèrent des signaux de détresse dans le système nerveux. Et en fait, vu que ces signaux, on peut rien en faire parce que du coup, le monde est comme ça tous les jours, et bah, du coup, on finit par ne plus écouter ces signaux, par éteindre cette réponse émotionnelle de détresse liée à un environnement qui est anxiogène et qui est stressant, et par justement s'en déconnecter. Et d'ailleurs, c'est l'une des fonctions des anxiolytiques. C'est-à-dire que l'anxiolytique, ça ne résout pas tes problèmes, ça fait disparaître le signal de détresse. C'est un peu comme si tu avais un tableau de bord sur ta voiture et que parce que tu es embêté, parce qu'il y a un voyant rouge qui s'allume et que c'est embêtant, et ben du coup tu débranches la diode et du coup tu n'as plus de signal rouge. Sauf qu'en fait le problème est toujours là. Et du coup la panne elle risque quand même d'arriver. On a tous un peu tendance parfois à avoir des moments d'anesthésie comme ça. Il y a même un concept que j'aime bien, c'est le concept d'autophobie. C'est un peu en rapport avec le divertissement pascalien, tu vois, cette idée que effectivement les êtres humains qui sont soumis à la condition humaine, qui vont mourir, qui sont confrontés à la maladie, à l'absence de sens, etc., ils ont des angoisses. Et pour ne pas ressentir ces angoisses qui les font se sentir impuissants, ces angoisses face à des choses où ils peuvent pas agir, et ben en fait on va anesthésier le système nerveux, on va se plonger dans des activités de façon un peu compulsive ou dans des relations humaines pour ne pas avoir à être seul avec soi-même, seul avec ses émotions et sa sensibilité, et pour se retrouver face à ces angoisses qu'on a tendance à fuir pour ne pas se sentir impuissant, quoi. Et le problème, c'est que quand on enfouit les problèmes et qu'on les met sous le tapis, ils ont tendance à s'accumuler. Et au bout d'un moment, en fait, le tapis, il y a une telle bosse sous le tapis qu'on finit par se prendre les pieds dedans et par tomber, quoi. Hmm. Ouais, c'est très clair. Et j'ajouterais qu'il me semble intéressant que le pathos soit le bienvenu principalement dans des moments aménagés, parfois payants, et plutôt en tête-à-tête. Ça veut bien dire que le reste du temps, nous ne sommes pas vraiment bienvenus avec notre pathos. Et puis, j'y vois deux manières de... D'ailleurs, j'ajoute, on n'est pas les bienvenus, ou alors, on anticipe le fait de ne pas être les bienvenus et on s'auto-censure aussi. Il y a aussi ce phénomène-là. Et puis, j'y vois deux manières de faire communiquer le logos et le pathos. Le logos peut éradiquer le pathos, parce que ce dernier n'est pas valable au niveau logique. Et donc, ça, c'est plutôt ce qui se fait au niveau... déjà quand on fait primer le logo sur tout et qu'on se dit que le pathos ça n'a aucune valeur, mais c'est aussi une façon collective de se traiter, j'ai l'impression. Mais le logos peut également éclairer le pathos. Et en l'occurrence, c'est deux cercles qui vont dans des sens différents, si tu veux. Il y aurait une flèche qui va dans le sens de l'éradication et une flèche qui va dans le sens de l'intégration. Ouais, ouais, effectivement. On peut soit chercher à évincer un aspect de la relation humaine, ou au contraire, on va pouvoir l'intégrer et en faire une ressource, quoi. Soit on le considère comme un fardeau et on cherche à s'en séparer, soit on va comprendre l'intérêt que ça peut avoir. Et effectivement, de la même manière que tu disais, voilà, le logos peut écraser le pathos, comme le pathos peut écraser le logos, en fait. C'est un peu, en psychanalyse, on va parler de névrose obsessionnelle et de névrose hystérique. Attends, je vais la refaire celle-là. En psychanalyse, on va souvent parler parfois de névrose obsessionnelle ou de névrose hystérique, c'est-à-dire des comportements un peu extrêmes où on va soit mettre de côté le pathos dans la névrose obsessionnelle, où on va être dans l'hyper-contrôle, à vouloir qu'il n'y a rien qui dépasse, etc.
ou dans l'inverse, on va être dans la névrose hystérique, ou au contraire, on va rejeter la logique et la pensée, et on va considérer que ce qui compte, c'est uniquement les affects, le ressenti, la sensibilité, tu vois, c'est un peu Fabrice Lucchini qui va péter un plomb sur un plateau parce que du coup ça le fait marrer de crier, de faire beaucoup de bruit et de s'agiter de façon totalement irrationnelle, mais il aime ça, en fait, ressentir des émotions, etc., et ne pas réfléchir. C'est pas grave si ça n'a pas de sens, parce que lui, l'important, c'est de sentir de l'affect et d'amuser la galerie avec ça, quoi. Alors qu'effectivement, en fait, c'est pas antinomique, ça ne s'exclut pas mutuellement, et on peut très bien, justement, combiner ces différents registres dans une conversation, une communication qui est plus, ouais, qui intègre ces différentes intelligences et voilà, qui permet d'être dans quelque chose de plus profond, de plus efficace, quoi. J'ai cette croyance qui n'a pas de source scientifique, que ça fonctionne un peu en vase communicant, c'est-à-dire que plus le pathos va être en déni de façon consensuelle, donc plus il y a de personnes qui verrouillent leur pathos en ayant pas conscience, en sachant même pas qu'il est là, ou en étant travaillé par lui, mais vraiment en sous-marin, quoi. Plus il va y avoir des personnes qui vont ouvrir leur robinet à fond dans une espèce de mouvement de vase communicant, quoi. C'est pas traité. C'est pas traité par l'ensemble des humains qui habitent la planète. Et c'est comme s'il y avait un déficit d'expression du pathos pur, tu vois, qui serait, si jamais il était incarné par tout le monde de façon équilibrée, bah, qui serait juste équilibré avec le reste. Mais là, ça crée une sorte de, il y a tant de milliards de personnes sur cette planète, et il y en a plusieurs milliards qui verrouillent leur pathos pour pas pour pas en avoir conscience d'une part, pour pas le montrer aux autres d'autre part, et donc du coup ça crée comme une sorte, pour moi, j'ai l'impression qu'énergétiquement ça donne à ce pathos d'autres portes de sortie qui vont faire que des personnes vont exploser au niveau pathos. Je sais pas si ça se tient, hein, c'est vraiment une croyance, tout ce qu'il y a de Bah, plus en gros, c'est ce qu'on appelle si je comprends bien, c'est le retour du refoulé, quoi. C'est-à-dire que tu veux contrôler les affects, sauf que en fait, les affects, c'est ce qui initialement pilote tout le reste. C'est-à-dire que le logos, la pensée, la logique, en fait, elle n'est pas immatérielle et dénuée de tout fondement matériel. La logique et la pensée et les idéologies politiques, etc., ça repose aussi à la base fondamentalement sur les affects. Et nier les affects qu'il y a derrière les systèmes philosophiques et les idéologies politiques, etc., c'est juste s'exposer au fait que ça ressorte enfin, ça ressort du placard, quoi. Vouloir enfouir des squelettes, en général, c'est contre-productif à long terme. Et, euh, et surtout quand on est confronté à des événements stressants. Tu vois, par exemple, Mélenchon, je sais pas pour pas le citer, c'est un mec qui est très charismatique, voilà, qui a un ethos impeccable, etc. Il sait prendre l'ascendant, gérer des débats, etc. Mais il est pas forcément du genre à se montrer très vulnérable et à s'ouvrir à cet endroit-là, tu vois, justement à assumer son propre pathos, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que dès qu'il est sous stress dans un environnement qu'il contrôle pas, par exemple, qu'il y a une perquisition chez lui, bah, il va péter un câble, il va faire n'importe quoi, il va passer pour un débile devant tout le monde, en fait. Parce que justement, il n'a pas appris à être présent à son pathos, à sa sensibilité, et du coup, quand on n'est pas conscient, quand on n'est pas en relation avec cette sensibilité chez nous, le risque, c'est que sous stress, elles prennent tout le contrôle, elles prennent toute la place, et que ça nous déborde, et que ça nous fasse faire des trucs qu'on va regretter derrière, parce que justement, on n'est plus là, en fait. On n'est plus présent, parce qu'on est envahi par cet affect qui prend toute la place. Alors que quand on se connaît dans son pathos, quand on est présent à ce truc-là, quand on connaît ses vulnérabilités et ses failles, eh ben on va avoir beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de capacité à rester présent même quand on est stressé, et à pouvoir justement continuer à respirer avec cette sensibilité-là et garder de la flexibilité. Ne pas être dans des automatismes rigides sans conscience, quoi. ouais. Il y a quelque chose qui était là pour dire à quel point, en fait, donc tu citais précédemment, et puis on en avait parlé en off tous les deux, mais euh, tu citais précédemment le milieu hospitalier, et en fait le milieu hospitalier qui est de plus en plus dans une logique, donc dans du logos, puisque de toute façon il y a de la logie partout, hein, tous les départements. Il va y avoir du logis dedans, etc. Donc on est dans du logos pur et dur qui pose un déni énorme sur le pathos. Et je dois dire que c'est maltraitant
C'est maltraitant pour les personnes qui y travaillent parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un pathos, ou alors s'ils l'ont, bah justement ils risquent de faire des erreurs. Et donc il n'y a pas spécialement de suivi ou de conseils qui vont être donnés à ce niveau-là. C'est plus une uniformisation des comportements par un aspect protocolaire vraiment très 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 présent. Et qui du coup détruit la vie, puisque quand on fait du protocole, ben on est à l'inverse du sur-mesure, quoi. On est sur de la répétition et de la mise à l'abri d'une certaine possibilité de faire des choses singulières et de dissonner, etc., et de prendre des risques en fait, et d'être intelligent aussi. Prendre le risque d'être intelligent de façon personnelle, c'est vraiment pas très conseillé. Et du coup, c'est cette erreur de prendre un sous-ensemble pour l'ensemble. C'est-à-dire que là, on dirait que le logos, c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire pour faire de la médecine. Toi qui as bossé en institution, est-ce que tu rejoins ça? Puisque finalement, tu t'occupes du pathos dans un lieu ultra dominé par le logos, c'est ça? Il y a de ça, effectivement, dans le sens où moi j'ai travaillé en psychiatrie pendant 8 ans et j'aime bien justement remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire remettre la psychiatrie dans le contexte plus général de la société. Et effectivement, la fonction première de la psychiatrie, c'est pas le soin, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'avant de vouloir soigner des gens et de les aider, les institutions psychiatriques, elles servent avant tout à pouvoir garder le contrôle sur les symptômes liés aux maladies psychiques, à la souffrance psychique, pour justement éviter que ces symptômes ne deviennent dangereux et ne génèrent de l'insécurité dans la population générale. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir du contrôle sur la société pour permettre au marché du travail de fonctionner, etc. Et donc la psychiatrie, avant de soigner, contrôle les gens, les malades, les isole si besoin, les sédate, etc., les contraint physiquement. Et effectivement, ces procédures, ces protocoles, ces prises en charge, elles reposent en tout cas théoriquement sur des approches qu'on dit evidence-based, basées sur la science, basées sur la recherche. Les médecins, les molécules qu'on donne aux patients, etc., elles sont basées sur des études qui ont démontré que ces molécules avaient des effets bénéfiques et thérapeutiques sur les patients, etc. Euh, Sauf que effectivement, il y a tellement de gens en souffrance et tellement de stress et de pression dans ces milieux-là que il y aura beaucoup de problèmes qui vont se poser en pratique. Ce serait trop long d'en parler là, et donc je vais pas forcément faire tout le tour. Mais effectivement, le fait de... Et surtout, voilà, il y a un truc important aussi à avoir en tête, c'est qu'il y a une notion de responsabilité. C'est-à-dire que les soignants, et en particulier les médecins, sont responsables juridiquement des patients qu'ils prennent en charge. Cette responsabilité-là va avoir un impact sur leurs décisions et leur comportement aux soignants. Parce que justement, la médecine, l'une de ses vertus, c'est d'avoir drastiquement réduit la mortalité infantile, d'avoir drastiquement réduit justement certaines souffrances, etc. Enfin, voilà, ça a plein de bénéfices, la médecine. Et du coup, il y a cette idée que les médecins servent à sauver des vies et à soigner, sauf que en psychiatrie en particulier, mais même dans la médecine en général, l'un des aspects les plus importants du soin, c'est justement la relation humaine. C'est justement ce qu'on appelle l'effet placebo ou l'effet contextuel. C'est-à-dire que le simple fait de se retrouver dans un contexte thérapeutique avec des soignants qui sont là pour nous aider, ça a déjà des effets bénéfiques. C'est interdit aujourd'hui les placebos en psychiatrie, mais à une époque, j'ai des collègues qui me racontaient qu'il y a encore 20 ans, il y avait des patients qui avaient du mal à dormir la nuit, ils faisaient une insomnie, le soignant arrivait avec une gélule verte qui contenait un placebo et que du sucre, il donnait la gélule, l'enfant dormait comme un bébé. Et ça marchait très bien. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça, sauf que ça marchait. Et juste, on n'a plus le droit de mentir aux patients, etc. Bon, je peux comprendre, mais tout ça pour dire que ce qui faisait dormir le patient, c'était pas le glucose contenu dans le sucre, c'était le rituel de prendre un médicament, de le mettre dans sa bouche et d'avaler, et d'avoir pris un truc qui va le soigner, entre guillemets. Et il y a tout un tas d'approches médicinales qui viennent de plein de pays dans le monde, etc., qui reposent en grande partie sur l'effet contextuel, le fait de participer à un rituel thérapeutique. Et il y a tout un tas d'approches thérapeutiques, d'ailleurs de psychothérapie, qui exploitent cet effet placebo, cette manière-là d'avoir des gestes qui vont avoir des effets bénéfiques, qui ne reposent pas sur la chimie, mais qui reposent sur la psychologie, sur l'hypnose, etc. Et le problème de la médecine purement allopathique, je crois qu'on dit la médecine purement basée sur la recherche et sur
l'effet pharmacologique des traitements, c'est que les médecins parfois vont totalement négliger l'aspect capital, le rôle capital du rituel et de l'effet contextuel, et du coup vont juste administrer les traitements avec indifférence, en passant juste 2 minutes dans la chambre avec leur ordinateur portable, ils vont écrire augmenter les doses de kétiapine, et après ils passent au patient d'après, parce que de toute façon ils sont facturés pareil, même s'il reste que 2 minutes. Je dis pas que c'est cynique, etc. Je dis juste que le manque de temps fait que les gens font comme ils peuvent, et parfois ça génère ce type de pattern. Et, euh, et du coup, il manque l'essentiel parfois, qui est l'humain, la relation humaine. Ce qui fait que, effectivement, le patient, il aura son traitement, il aura son effet pharmacologique, dont l'efficacité parfois n'est pas toujours très claire ou très marquée, hein, parce que le paradigme de la sérotonine pour les antidépresseurs, il est un peu en train de battre de l'aile depuis quelques années. Mais bref, je rentre pas dans les détails. Et donc, la raison, cette manière de la médecine de se focaliser sur l'aspect purement rationnel et purement démontrable dans l'efficacité par des revues, des études en double aveugle, etc., ça fait que les patients ne trouvent pas ce qu'ils parfois recherchent plus que tout dans la relation avec les soignants, c'est-à-dire de l'humanité, de fait d'être vus, d'être accueillis, d'être perçus dans leur souffrance. Et du coup, ça fait que beaucoup de ces patients vont ensuite se tourner vers des approches beaucoup plus alternatives, beaucoup moins connues ou beaucoup plus étranges parfois, voire même un peu dangereuses, qui vont tester des drogues et des psychédéliques, qui vont tester des retraites spirituelles avec des personnes plus ou moins bien formées, plus ou moins bienveillantes, etc. Parce que moi, des patients qui ont fait des pratiques chamaniques et qui ont été abusés sexuellement pendant leur pratique, j'en connais plusieurs. Euh, Enfin, je dis pas que c'est la norme, mais je dis que ça existe et que c'est important de comprendre que voilà que il y a parfois des convergences d'approches un peu alternatives qui vont générer un rapport aux limites, à la déontologie et à l'éthique qui peut un peu laisser à désirer. Mais en fait, pourquoi les patients vont se tourner vers des pratiques alternatives? Parce qu'ils ne trouvent pas le lien humain qu'ils cherchent avec les soignants classiques entre guillemets. Et en fait, on a besoin de ça. C'est pas négligeable en fait. Et effectivement, si on ne s'intéresse qu'à l'aspect rationnel et logique du soin, eh ben on risque d'être incompétent en pratique, parce que on n'apportera pas aux patients ce dont ils ont le plus besoin, qui est d'être vus dans leur pathos, d'être accueillis et d'avoir un espace où ils ont le droit d'être qui ils sont, sans avoir honte, sans devoir se cacher, sans se sentir coupable, mais d'être vulnérables et en sécurité. Et si on ne permet pas à des gens d'avoir cet espace-là, si on cherche juste à les contrôler, à les sédater pour pas qu'ils fassent trop de vagues, pour pas qu'ils fassent trop de bruit, pour pas qu'ils empêchent leur famille de vivre, etc., et ben le risque, c'est qu'effectivement, on ne fasse pas du soin, mais qu'on fasse du contrôle, et que ça ait autant d'effets délétères que d'effets bénéfiques, à minima. Je te remercie pour cet éclairage. En fait, en vrai, j'ai envie de souligner le fait que j'ai rien contre. En fait, je ressens une grande tristesse, pour être honnête. Du coup, justement, je suis connecté à mon pathos là. Je ressens une très grande tristesse vis-à-vis du personnel soignant. Je me dis, c'est fou parce que je pense par exemple aux personnes qui sont en bas de l'échelle, tu vois, les aides-soignantes, aides-soignants, les infirmiers, infirmières, qui sont là par sensibilité, par pathos. Et c'est pas le salaire qui les amène jusque-là, je veux dire, c'est évident. C'est une appétence pour l'humain et qui vont en plein dans la gueule du loup avec du logos de partout et l'impossibilité en fait ou presque, en tout cas, on te décourage de faire de la connexion humaine par le timing qu'on te donne, par les missions qu'on va te donner et la façon dont il faut les faire, les protocoles, etc. Si tu gardes de l'humanité, c'est parce que tu veux bien la laisser allumer, mais à quel prix déjà? À quel prix on laisse son humanité allumée dans ce genre d'endroit si c'est pas ce qui est conseillé, ce qui est pris en charge en fait de façon consciente par le système, si on doit le faire de façon presque dissidente, ça veut dire qu'on risque de se cramer aussi à cet endroit-là. Du coup, j'ai une grande tristesse en fait parce que au départ, c'est quand même des lieux qui sont enfin, c'est une discipline, c'est des métiers qui sont organisés autour de la souffrance. Et donc, du coup, dans la souffrance, effectivement, il y a le fait d'être atteint, alors parfois corporellement, avec des membres qu'il faut réparer, etc. Donc, comme on dit, des frappes chirurgicales. Il faut être précis dans ce qu'on fait. Donc, du coup, effectivement, là, à cet endroit-là, faire taire son pathos pour être précis, je comprends. Mais ça devrait être des moments vraiment précis
qui occasionne ce genre de fermeture, ce genre d'isolement uniquement dans le logos, alors que finalement c'est devenu là, c'est la règle. Et donc je suis triste pour eux et je suis triste pour moi à l'endroit où bah, je peux pas non plus bénéficier de ça. Et il y a plein de choses dans ce que tu disais, notamment c'est vrai que l'effet placebo, j'ai entendu dire, alors une fois de plus, je suis pas très solide en source moi, hein, j'avoue, dans cet échange, mais j'ai entendu dire que quand on disait que c'était un placebo, ça marchait quand même, Oui, oui, euh, oui. qu'il subsistait un effet positif, même si on le disait. Donc en fait, le mensonge, finalement, il pourrait même être éradiqué d'une certaine façon en disant, bah, on prend pas les gens pour des abrutis, on dit juste, là, je vais vous donner un placebo, mais comment ça va, vous? Et mettre de l'humain à ce moment-là où on le fait. On fait le rituel, on dit ce qu'on fait, et on dit, mais c'est aussi l'occasion que vous me disiez comment vous allez. D'ailleurs, j'ai le temps, parce que j'ai du temps de prévu sur ma paye pour le faire. Ah, super. Et là, tu vois, il y a un truc qui se détend, moi, où je suis vraiment content. Parce qu'on fait coexister différents niveaux, en fait. On fait coexister le pathos, l'éthos et le logos en même temps. Et on n'est pas arc-bouté sur un des trois piliers en disant c'est un tabouret. Ben non, c'est pas un tabouret, c'est un pilier. Et du coup, c'est comme à koh, au bout d'un moment, tu tombes, quoi. Bon, je vais un peu loin dans mes images, désolé. Non, c'est marrant ta métaphore. Ouais, ouais. Et faut savoir qu'il y a même il y a même des EHPAD où les aides-soignantes, elles sont plus ou moins chronométrées pour chaque toilette qu'elles font le matin. C'est-à-dire qu'elles ont un badge, elles arrivent dans la chambre, elles doivent badger sur la porte de la chambre du patient pour que l'heure à laquelle elles rentrent dans la chambre soit répertoriée dans le logiciel de soins, et elles rebadgent quand elles sortent. Comme ça, les cadres, les statisticiens en haut de l'échelle vont pouvoir comparer les timings que mettent les différentes aides-soignantes, les mettre en compétition les unes avec les autres, et dire bah, votre collègue, du coup, elle fait la toilette en 10 minutes. Pourquoi vous mettez un quart d'heure, vous Qu'est-ce que vous faites mal Qu'est-ce que vous gérez mal pour perdre 5 minutes à chaque toilette? Et il va y avoir cette volonté d'uniformiser les pratiques, d'optimiser les pratiques, de rendre les gens le plus compétitifs possible et le plus rentable possible à la minute, littéralement. Et c'est ça qui est extrêmement destructeur pour la santé mentale. C'est cette omniprésence des datas et de la surveillance et qui amène à la fois les soignants et les patients à finalement subir ce mécanisme d'optimisation de la rentabilité des structures pour du coup maximiser les dividendes des actionnaires. C'est pas que ça, mais ça fait partie du problème quand même. Hmm. Je suis d'accord avec toi et ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça résonne parfaitement, avec ce qui arrive aux personnes qui livrent des colis. C'est-à-dire que pourquoi ils te demandent de descendre de chez toi pour pouvoir te donner le colis et partir vite, 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 c'est parce qu'ils sont chronométrés. Donc ça veut dire, déjà, moi, pour les livreurs, je suis hyper triste qu'ils doivent subir cette pression-là. Mais imagine qu'en fait, on est en train de dire que finalement, les infirmières ou les aides-soignants, les infirmiers et les aides-soignantes aussi, et ben, tout ce beau monde sont traités comme des livreurs de colis. C'est chaud, hein. Effectivement. C'est vrai que quand on y pense, bah, ça montre bien à quel point la direction dans laquelle on va en tant que société capitaliste, ça pose des problèmes de fond majeurs et ça va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, les gens ils vont juste plus pouvoir fonctionner, quoi, à force Ouais. d'être vidés de leur substance. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'était que le pathos, en fait, c'est la base sur laquelle après les choses sont euh, le pathos va donner le logos et l'éthos parce que on ressent le monde d'abord avant tout. Donc quand on va Oui, oui. réfléchir et poser des logiques et des démonstrations, on va les faire à partir de notre pathos. Donc c'est ça qui préexiste. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que le pathos C'est la préexiste, source. oui. En fait, c'est assez facile de s'en rendre compte quand on appréhende la vie du point de vue matérialiste, du point de vue biophysique, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le système nerveux, nos pensées partent de la chimie, de nos sensations, de nos perceptions, etc., qui vont générer des potentiels d'action, des émotions dans le cerveau. Et en fait, tout ce qu'on pense découle de ce qu'on observe. Tout ce qu'on pense découle de notre vécu, de ce qui nous a affecté, de ce qui a été suffisamment signifiant pour qu'on y consacre du temps et de l'attention. Et ça a été signifiant parce que ça a attiré notre attention, en fait. Moi, je vois bien avec les jeunes enfants, ils sont attentifs à plein de trucs parce qu'ils découvrent le monde. Et en fait, ce à quoi ils vont être attentifs, c'est ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils vont intégrer, c'est ce qui va les construire. Et in fine, voilà, tout ça, tout ce qui génère des émotions va créer notre identité et nos croyances, quoi. Mais effectivement, la sensibilité, le pathos, c'est la base
de qui on est. Et c'est aussi pour ça que tu disais tout à l'heure que le pathos, il était souvent stigmatisé, dissimulé, etc. C'est parce que, en fait, là où on est sensible, c'est là où on est blessable, là où on est vulnérable. Et du coup, pour se protéger des autres, de la violence, du rejet, on va avoir tendance parfois à cacher justement cette vulnérabilité pour se sentir un peu plus en sécurité, un peu plus capable de prendre des risques et d'aller hors de la zone de confort. Et le problème, c'est que justement, cette dissimulation du pathos, cette création d'intime, de quelque chose de caché, ça va générer aussi une appétence et même une sorte de voyeurisme. Tu vois, typiquement, par exemple, en Grande-Bretagne, il y a toute une polémique autour de la transphobie, autour de J.K. Rowling, etc. Et il y a en ce moment des lois qui sont votées et qui, du coup, sont considérées comme des lois un peu qui mettent en difficulté les droits des personnes trans. Mais en même temps, tu vois, d'un côté, il y a cette espèce de stigmatisation du pathos et des droits et des besoins des personnes trans. Mais en même temps, la Grande-Bretagne, c'est aussi, quand on regarde les critères de recherche des sites pornographiques, c'est un des pays qui fait le plus de recherches sur la transidentité, qui cherche à regarder du porno, consommer du porno autour de la transidentité. Et donc c'est assez amusant de se rendre compte à quel point il y a une relation parfois entre ce qui est rejeté et ce qui est recherché. Il y a une forme de double mouvement en fait. Et du coup, justement, c'est pour ça aussi que les gens qui sont les plus anesthésiés, etc., au quotidien, sont aussi parfois les plus assoiffés de quelque chose de vrai, d'une relation qui va les marquer, qui va respirer quelque chose d'authentique. Tellement justement cette anesthésie au quotidien, elle est étouffante et ça génère une soif en fait, une soif de pouvoir se reconnecter à cette sensibilité, de se sentir vivant. Ouais, j'ai cette image de si la source c'est le pathos, tu vois, ce serait un immeuble de 2 étages. On met l'éthos de côté pour l'instant, mais il y a le pathos, puis au-dessus il y a le logos, et c'est comme si le logos, il voulait dire c'est moi le rez-de-chaussée. Bah, ça risque d'arriver finalement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu poses un déni sur le rez-de-chaussée qui est plus entretenu et tout, il risque d'y avoir une chute du premier étage au rez-de-chaussée. Et à ce moment-là, ça va devenir du pathos pur jus, et le logos il tiendra plus. Tu l'as vu cette vidéo de Padovani sur le véhicule à 3 étages? Pas du tout. Elle est très 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 drôle. Elle est hilarante cette vidéo. Franchement, tu vas beaucoup t'amuser, je pense. Elle s'appelle Un véhicule à 3 étages. C'est justement, elle fait une métaphore comme ça où elle parle d'un véhicule avec tout en haut, comme une pyramide. Je vous laisserai regarder si vous voulez. Mais c'est très amusant de voir à quel point, en fait, effectivement, il y a une sorte de hiérarchie des mécanismes entre, on pourrait dire, le, le logos, l'ethos et le. Enfin, bon, je reprends pas dans les détails, mais il y a effectivement cette idée que parfois le logo se croit souverain. On a l'impression que c'est notre logique qui pilote tout, que c'est parce qu'on est rationnel qu'on prend des bonnes décisions. Tu vois, c'est un peu comme cette croyance qui dit ah moi je suis pas manipulable, les pubs ça marche pas sur moi, le marketing je suis pas sensible, etc. Je fais ce que je veux, je suis libre, c'est moi qui décide. Hmm. En fait, Tu veux un y a pas plus coca? manipulable, y a pas Après, plus elle dit ça. manipulable que quelqu'un qui se prend non manipulable. Hmm. Oui. Effectivement. Et effectivement, c'est quand on ne voit pas ces mécanismes que du coup, ils se manifestent sans qu'on en ait forcément conscience. Et en fait, si par exemple, pour Avengers, Infinity Wars et Endgame, il y a eu pas moins de 500 millions de dollars dans le budget marketing de ces films, c'est-à-dire la moitié du budget de ces films, c'était du marketing, c'est pas juste parce qu'ils sont débiles et qu'ils veulent faire de la pub, c'est parce que ça marche. C'est parce que le marketing fonctionne. Et effectivement, pour ces deux films, il y a eu 2 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Ça fait partie des films de super-héros les plus vus au monde, de toute l'histoire de l'humanité, parce que justement, le marketing a fonctionné. Sur tout le monde. Enfin, en tout cas, sur beaucoup de gens. Ouais. Et effectivement, on se croit parfois souverain parce qu'on a une capacité de réflexion, de métacognition, etc., qu'on on a du recul, mais en fait, il y a pas il y a pas besoin de gratter beaucoup sous la surface pour justement que le pathos ressorte. Il suffit de taper là où ça fait mal, il suffit de titiller les points sensibles, et en fait, on va de nouveau être piloté par des automatismes et par des réflexes. C'est un peu comme cette idée, tu vois, il y a des grands éveillés qui sont totalement transcendés au-delà de l'ego, au-delà de l'identification, dans une non-dualité permanente, etc. Je suis sûr que tu mets n'importe lequel de ces éveillés dans une pièce, dans une maison avec ses parents,
et du coup, à un repas de famille, t'inquiète pas que son ego, il va revenir direct, en fait. Jamais de la vie, il va rester non-duel et éveillé, alors que son système nerveux va être réactivé dans des souvenirs d'enfance et des stimulus comme ça, parce que ses parents vont le ramener dans ces trucs-là, dans ces trucs égotiques, ces trucs émotionnels, etc. C'est sûr. Très bon Et du coup, c'est exemple. important de pas non plus se prendre trop au sérieux. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de pas se prendre pour un maître éveillé, machin, qui est dans une truc de, voilà, j'ai réalisé tel truc, maintenant c'est fini. Non, non, t'as un Bah, cerveau, et du coup, à un moment donné.